Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk par Capture, dans lequel on échange avec ceux qui transcendent l'expérience client et ceux qui font performer leur entreprise ou celle des autres en matière d'acquisition et de rétention client. Je suis Clément, je travaille chez GuestSuite, la solution de review management qui transforme le feedback client en levier d'acquisition et de rétention. En intro, juste avant, j'évoquais ceux qui font performer leur entreprise et ceux qui font performer celle des autres. Alors aujourd'hui, on va échanger plutôt avec un super-héros. On va échanger avec un gars dont le job, dont c'est précisément de faire briller le business des autres. Puisqu'en l'occurrence, je reçois Julien Tourme, fondateur de l'agence Monsieur Lucien. Salut Julien. Salut Clément. Julien, merci à toi d'être avec nous pour cet épisode. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux présenter l'agence Monsieur Lucien? Avec plaisir. Alors l'agence Monsieur Lucien, c'est une petite agence digitale qui existe maintenant depuis 7 ans et on accompagne les entrepreneurs, les TPE et les PME dans leur communication sur Internet. Pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la création de sites web, la gestion de réseaux sociaux, du social media ads, de la rédaction de contenu. On a aussi toute une partie vraiment conseil, c'est-à-dire définir une stratégie pour nos clients et mesurer les retombées. Et le dernier axe qu'on propose, évidemment, c'est la partie formation, puisque nous sommes aussi organisme de formation certifié. Aujourd'hui, tu as un portefeuille client de tout secteur d'activité. Est-ce que tu as des secteurs avec lesquels tu travailles plus que d'autres ou pas? La volonté chez Monsieur Lucien, c'est vraiment de garder des secteurs d'activité très variés. C'est pas qu'on refuse certains secteurs, bien au contraire. L'idée, en fait, c'est vraiment de se dire qu'on peut travailler avec de l'industrie, de l'agence immobilière, de la restauration, avec de la start-up dans le voyage, avec du complément alimentaire. Peu importe, notre volonté, c'est vraiment de se dire qu'on est ouvert à tout. Pourquoi? Parce que c'est une richesse pour nous. Le digital, c'est pas une science exacte et quelque chose qu'on va mettre en place pour une entreprise dans l'industrie, par exemple. On va se rendre compte qu'il y a peut-être une tendance ou un outil qu'on va pouvoir utiliser et tout simplement l'appliquer après à un autre client qui va être dans la restauration. Donc notre volonté, c'est vraiment de rester ouvert à tous ces secteurs d'activité. Ok, très clair. Il y a une question qui me vient à l'esprit que je crois que je t'ai jamais posée. Est-ce que tu te souviens du tout premier client de Monsieur Lucien? Le tout premier client de Monsieur Lucien, oui, je me souviens, c'était une association qui faisait des échanges linguistiques entre la France, le Canada notamment, mais aussi des pays anglophones. Et tu es dans une logique avec Monsieur Lucien de prestat plutôt one shot, c'est-à-dire conception de site, etc. Ou tu as un accompagnement qui peut durer sur plusieurs mois, plusieurs années, justement dans leur stratégie d'acquisition? On a tous les cas de figure. On a ceux qui viennent vraiment pour du one shot parce que voilà, j'ai besoin d'une refonte de site web, d'une création de site web, mais après je sais gérer mon site web, comme ceux qui veulent évidemment avoir du récurrent. Il y a ceux aussi, et c'est un peu la volonté chez Monsieur Lucien, où on a quelques clients qu'on accompagne dans leur stratégie, dans leur développement, et c'est un peu le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, et en même temps c'est assez piégeant pour nous, c'est qu'on a quelques clients qui nous disent, bah en fait en 2 ans, c'est tellement devenu indispensable le digital que j'ai recruté quelqu'un à plein temps chez nous. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu et ça veut dire qu'on a aussi bien fait notre boulot. Ouais, vous avez déclenché une source de business importante pour le client. In fine, c'est un peu pour ça à la base qu'ils ont fait appel à vous. Donc, quelque part, là, tu es obligé de renouveler ton portefeuille client, mais la mission est atteinte en quelque sorte, quoi. Exactement. Ok, Julien, très cool que ça nous permet à tous de mieux comprendre Monsieur Lucien. Alors, une des raisons pour lesquelles on a fait le choix aussi, on a voulu t'avoir avec nous aujourd'hui, c'est parce que on connaît très bien chez GuestSuite ton expertise justement sur les problématiques des TPE, des PME, etc. Et au rayon des branle-bas de combat généraux amenés par le Covid en France, il y a eu ce mouvement de, on va dire, de digitalisation express des commerçants, des TPE françaises, parce qu'il y en a qui avaient pris le virage du numérique bien avant, d'autres pas du tout. Et puis, il y a certains professionnels pour qui ça a été nécessaire pour continuer leur activité pendant le Covid, parfois même pour leur permettre de sauver en fait leur activité, la mise en place du click and collect, la conception d'un site, etc. En tout cas, ça a été fondamental, fondamental. Sauf que, en fait, avant le Covid, c'était déjà hyper important. Est-ce que le Covid a eu un impact sur l'activité de Monsieur Lucien? Est-ce que tu as eu d'un coup des nouvelles typologies de clients, peut-être ce qu'on appelle des primo-accédants dans le digital? Est-ce que ton portefeuille client a évolué pendant cette période ou qu'est-ce que ça a donné ou est-ce que c'était à l'arrêt complet comme d'autres industries?
Non, pas du tout. Nous, c'est vrai que le covid a plutôt été porteur, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement pour notre activité. Alors bien sûr, on a eu quelques clients, je pense notamment à des agences, événementielles, la restauration. Bon, bien sûr, ça a été, une période, compliquée, donc on a moins travaillé, pour eux. Mais en contrepartie, en fait, il y a beaucoup d'entreprises, des TPE, des PME par exemple, qui ont des budgets salon et qui forcément là avaient des budgets, qu'ils pouvaient plus utiliser et qui en ont profité un peu pour franchir le cap ou pour accentuer. Nous, on a eu, 2 cas de figure ou 2 prestations qu'on a beaucoup plus vendues. La création de sites web, évidemment, parce que ceux qui n'avaient pas Mmh. encore fait le pas sur la création de sites web se sont dit: «Bon, là, c'est juste plus possible» et c'est l'occasion pour le faire. Donc ça, c'est assez basique. La deuxième chose, c'est plutôt auprès de TPE, PME qui ont un peu une force commerciale et qui s'est retrouvé un peu, bah, bloqué à domicile et de se dire, en fait, on a un outil qui s'appelle LinkedIn. Comment on peut l'utiliser pour, justement remplacer un peu les salons sur lesquels on peut plus aller? Comment on peut remplacer le déplacement commercial terrain? Et donc là, on a eu une hausse de la demande en termes de formation sur LinkedIn et ça venait pas forcément du service communication comme ça peut venir de temps en temps ou du dirigeant, mais parfois directement des forces commerciales pour se dire: «Bon, on nous parle de LinkedIn depuis des années. Maintenant, comment on peut vraiment l'utiliser?» On pensait que c'était juste un CV en ligne, ou une page LinkedIn pour avoir des abonnés, mais en fait non, LinkedIn permet de faire beaucoup plus de choses et donc développer cette force commerciale. Donc toi, cette, vague de digitalisation, plus ou moins express dont je parlais juste avant, est-ce que tu la constates? Parce que tu vois, là, tu es en train de me parler de forces commerciales qui ont envie d'exploiter, LinkedIn pour faire de la vente. C'est ce qu'on voit beaucoup dans l'écosystème, startup, dans l'univers SaaS où on est tous ciblés par des commerciaux B2B qui vont utiliser LinkedIn et cetera. Est-ce que tu sens que justement dans les TPE, PME de l'économie, classique traditionnelle, on a justement une évolution. Alors effectivement, il y a de plus en plus de sites web. Alors l'étape d'après, c'est le social ads et puis après les commerciaux sur LinkedIn, etc. Tu sens cette montée en compétences globale à l'échelle nationale des entreprises sur le digital? Ouais, on le voit clairement et puis on voit surtout qu'il y a certains secteurs, pour pas le nommer, mais l'industrie, moi j'ai un peu découvert ce secteur depuis on va dire 2 3 ans qui était, sans jugement, mais peut-être un peu en retard par rapport à ça. Mmh. Typiquement, je parlais des salons, de ces choses-là qui étaient très axées dans le monde très utilisées dans le monde de l'industrie. Là, il y a une vraie volonté de se dire: «OK, il faut absolument qu'on innove». On voit des postes émergents dans certaines PME, des responsables innovation, responsables digital, ce qui, pour moi, n'existait pas forcément, auparavant. Et donc en fait, il y a cette volonté de se dire: «Bah, voilà, il faut qu'on aille sur le digital, il faut peut-être qu'on se staffe en interne et qu'on ait des ressources externes, des compétences, un œil, neuf sur notre activité pour, réussir à faire bouger un peu les lignes». OK, très clair. Sur le ces clients-là, TPE, PME, dont on parle depuis, tout à l'heure, aujourd'hui, tu fonctionnes avec Monsieur Lucien, bah, tu vas nous dire justement, est-ce que tu fonctionnes plutôt sur du lead, entrant ou est-ce que tu vas chercher aussi, tes clients? Ma question porte plutôt dans le cas où tu vas, chercher, tes clients, tes prospects. Comment tu leur justifies l'importance aujourd'hui pour une TPE, pour une PME d'être présente sur, internet par le biais, d'un site web, par le biais, du social media, après en fonction que ce soit B2C ou B2B, quel social media justement ils utilisent? C'est quoi tes 3-4 arguments majeurs aujourd'hui pour éviter aux gens de rater encore une fois cette vague du digital qu'il est temps de ne plus rater du tout en fait? Mmh. En fait, le premier argument, bah, c'est très statistique, mais c'est le constat, qu'on voit partout, c'est 9 Français sur 10 recherchent de l'information, sur internet, sur une entreprise, sur un produit, ou sur une personne. Alors évidemment, on pense tout de suite hôtellerie, restauration, ça paraît assez logique, on va taper sur Google, mais ça, peu importe le secteur. Demain, effectivement, on a envie d'en savoir un peu plus sur qui, peut nous accompagner dans, je sais pas, de la digitalisation. On va peut-être taper Monsieur Lucien, bah, évidemment, faut qu'il y ait un site, faut qu'il y ait des avis positifs, faut que ça donne envie, et cetera. Donc ça, c'est le premier argument, pardon. Il y a 9 Français sur 10 qui vont chercher de l'info. Donc si vous n'êtes pas présent, bah, vous perdez forcément une part de marché. Après, les arguments qu'on va avoir derrière, c'est des arguments parfois pour faire bouger les lignes, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à des dirigeants ou par rapport à des secteurs qui ont encore un peu de mal à franchir, le cap, parfois sur de la restauration, parfois je parlais tout à l'heure aussi de l'industrie, qui par contre ont aucun souci à dépenser de l'argent, des budgets dans, je disais des salons ou, par exemple, de la presse et cetera. De dire: «Bah, tiens, je prends un encart presse de, 1 500 €, dans tel magazine, je sais pas ce que ça me rapporte, mais au moins je le vois concrètement en papier».
souvent ce qu'on leur dit, bah, là les 1 500 €, vous nous les donnez, puis on fait une campagne Facebook Ads, on fait une campagne sur LinkedIn, etc. Et puis derrière, vous allez pouvoir mesurer vraiment ce que ça rapporte derrière. Et nous, c'est notre volonté chez Monsieur Lucien, que vous ayez 1 000 € de budget ou 150 000 € de budget pour nos plus gros clients, c'est de se dire, bah, en fait, on peut tout mesurer de la même façon. Donc pour 1 € investi, ça fait très cliché de dire ça, mais pour 1 € investi, je suis capable de savoir est-ce que ça me génère du trafic, de la prise de rendez-vous, des tables réservées dans mon restaurant, des leads, des plaquettes téléchargées. Et donc ça, en fait, une fois qu'on arrive à leur mettre ça devant les yeux, ils commencent à se dire ah bah ok. Ok, j'ai compris. Mes salons, bien sûr, c'est intéressant, faut les garder. Mes encarts presse-papier, on peut les garder, on peut les réduire ou ajuster différemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose que j'avais un peu sous-estimé, c'est de se dire bah, en fait, je peux investir du budget en digital et je suis capable de vraiment mesurer en fait le retour sur investissement. Mais là, tu touches un point qui est évidemment clé, dans nos métiers respectifs, qui est, la notion de KPI, Mhm. la notion de mesure, la notion de ROI, la notion de comme tu le disais, moi je trouve ça pas du tout cliché d'évoquer le sujet, 1 € investi me rapporte combien? Parce qu'à un moment, tous ces gens-là et nous les premiers sommes là pour faire du business et donc in fine, savoir effectivement combien j'investis, combien ça me rapporte. Est-ce que tu as une approche, toi, avec tes clients, héroïste justement au point de fournir des analyses sur toutes tes campagnes, de remettre en question quand ça fonctionne pas? Est-ce que tu as déjà eu, des cas où ça a pas fonctionné? Comment ont réagi les clients? Comment tu t'es adapté toi? Est-ce que tu as des trucs à nous raconter là-dessus? Ouais, bien sûr. Et en fait, il y a plusieurs choses en fait dans ce que tu dis, c'est que il y a des clients qui viennent nous voir assez rapidement avec une logique héroïste, et donc là-dessus, on se pose pas de questions. Et puis il y a ceux qui disent non, mais moi c'est plus une vitrine. Le référencement, par exemple, est pas forcément un enjeu. C'est plus pour réassurer, etc. J'ai pas besoin de performance et ça s'entend très bien. Parfois, ça peut venir dans un second temps, un troisième temps, sur du plus long terme, quand on arrive un peu à éduquer et à être pédagogue là-dessus pour justement aller plus loin. Et effectivement, le digital donc n'est pas une science exacte. Il faut tester différentes choses. On a des campagnes qu'on gère pour différents clients et on sait très bien que quand on va tester des campagnes, bah, il y a des campagnes qui vont très bien marcher et d'autres qui vont pas marcher. Et c'est pas un souci. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du jeu. Et ça, on essaie de l'expliquer à nos clients. Et puis parfois, on se plante. On se plante aussi parce que bah, dans l'approche du client, on pense que des campagnes Facebook, Instagram, ça peut marcher. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de répondant en face. Je prends un exemple très concret. On accompagne une startup qui s'appelle My Little Trip, qui fait de l'abonnement en voyage et tu as le droit Et j'ai découvert leur ouais, concept, c'est grandiose. trois, Je suis fou de cette boîte. 3 voyages surprises dans l'année. On les accompagne depuis un an, depuis leur lancement, notamment sur les campagnes social media. Bah, typiquement, voilà, on teste différents contenus, différentes audiences, parfois on se plante. L'idée, en fait, c'est d'avoir la main, d'avoir un client en face qui est capable de dire, bah, en fait, je vous fais confiance, c'est votre expertise. Testez, réessayons, ajustons. Voilà, vous avez un budget, je vous laisse l'adapter comme vous voulez, vous me présentez les résultats, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Le pire qu'on puisse avoir, c'est évidemment un client qui peut être trop buté derrière et qui veut surtout pas se laisser la marge de manœuvre d'une erreur, parce que forcément, les campagnes de pub, bah, typiquement, je parle de ça, il faut tester différentes choses pour avoir les résultats les plus pertinents par la suite. C'est marrant parce que tout ce que tu es en train de décrire, c'est, tout le monde s'excite depuis, 2-3 ans sur la notion de growth Mhm. hacking et cetera. En fait, c'est exactement ce que tu es en train de décrire et c'est juste le b.a-ba a priori des agences depuis très longtemps et j'irais même plus loin des agences, des petites agences, celles où le fondateur ou un gars comme toi a encore la main aussi sur, au quotidien en gestion de projet et cetera. Tout le monde s'excite sur le gros hacking comme si c'était une révolution dans l'univers du Mhm. marketing. En fait, c'est juste très bien marketé. Ce que tu viens de raconter, c'est ce droit à l'erreur, cette notion de test and learn, cette notion de d'itérer quand ça fonctionne, de refaire quand ça marche pas. C'est un peu vieux comme le monde et c'est juste la clé du succès pour une campagne et effectivement, tu insistes sur, les patrons de boîte qui doivent, s'accorder, ce droit à l'erreur, en tout cas ce temps pour tester autre chose c'est, Mhm. fondamental. Mais après, effectivement, il faut le cadrer dans la relation client. Mais, ça m'a popé là, tu décrivais ça, j'avais l'impression d'entendre un webinar ou une formation sur le gros hacking. En fait, tu le dis de manière beaucoup plus simple et bref, voilà, c'est une réaction perso sur le la manière dont on s'excite sur le gros hacking alors que c'est en fait vieux comme le monde. C'est hyper clair. Aujourd'hui, quelle réponse tu peux apporter, parce qu'on voit souvent ça,
aux gens qui expliquent, que, en tout cas qui ont l'impression a priori que le digital, c'est fait pour les grosses boîtes, c'est fait pour, le CAC 40, c'est fait pour j'ai pas besoin d'un site, j'ai tous mes clients qui arrivent, par le bouche à oreille. Tu vois les réfractaires encore, ceux qui existent encore, comment tu les convaincs, d'utiliser tel ou tel support? D'ailleurs, comment tu les conseilles sur quel support pour maîtriser leur image et cetera et Ouais. cetera? En fait, Monsieur Lucien est né de ce constat. C'est-à-dire qu'avant, avant de lancer Monsieur Lucien, je travaillais en agence média pour des grands comptes et je me suis dit: «En fait, il y a une niche qui est moins exploitée, les agences y vont moins parce que forcément il y a moins de budget, que c'est beaucoup de temps aussi pour vulgariser un contenu, il faut être pédagogue». Quand tu travailles pour un grand compte, voilà, tu as un DIRCOM en face, tu parles le même langage, c'est sûr que c'est plus simple. Donc voilà, Monsieur Lucien est né de ce constat. Après, l'idée, c'est de se dire, typiquement par rapport à ton exemple, non, mais moi j'ai assez de clients, j'ai pas besoin de faire plus. En fait, nous, on se rend compte que le client qui vient nous voir et qui est entre guillemets à l'agonie en disant bon en fait moi c'est terrible, mon activité se casse la gueule, mais j'ai pas tenté les réseaux sociaux, j'ai pas de site web et je me dis bah c'est la dernière clé à tenter, c'est trop tard en fait. C'est trop tard. C'est-à-dire que si on arrive en étant à l'agonie en se disant je me lance sur le digital, 9 fois sur 10 ça va planter, ça va planter parce que en fait ça se travaille sur le long terme. Les réseaux sociaux par exemple, on n'est pas du jour au lendemain une marque incontournable, etc., un indispensable, où tout le monde nous adore, où tout le monde a envie de laisser des commentaires, des dizaines de milliers d'abonnés qui sont prêts à cliquer partout. Donc ça se travaille. Et en fait, il vaut mieux le faire justement pas quand on est en pleine activité, j'ai envie de dire en pleine bourse. C'est-à-dire l'activité se porte bien, la boîte se porte bien. Ouais, ok, on a plein de clients, on est entre guillemets les calendriers de production, les agendas sont chargés pour tout le monde, ou le restaurant est booké 3 mois à l'avance. Et ben super. Capitalisons là-dessus, pardon. Essayons de tester de nouvelles choses. Prenons la parole sur des réseaux, testons des outils qu'on ne connaît pas aujourd'hui, allons chercher de l'avis client. Ouais, j'ai pas besoin d'avis client parce que effectivement ça marche très bien. Bah, aujourd'hui ça marche très bien. Et puis dans 3 mois il y a un Covid et bah, en fait quand ça va repartir, on sera content d'avoir chopé des avis clients ou d'avoir profité de cette période pour se dire bah tiens nos clients qui venaient pas, bah, si vous pouvez nous laisser un petit avis pour nous aider dans la reprise, ça va nous aider grandement. Donc c'est ça en fait. Quand tout se passe bien, c'est là où faut profiter pour tester de nouvelles choses. Et l'idée de se dire, bah, le digital, j'en ai pas besoin, ou alors je le teste quand vraiment ça va plus bien. Malheureusement, c'est trop tard. Et on sait que les résultats seront pas bons. Et on a déjà refusé certains clients en disant, là en fait c'est trop tard. Vous nous sollicitez, on n'est pas des magiciens, on peut plus rien pour vous entre guillemets. Tu as des clients aujourd'hui, quand on évoquait ton portefeuille, de clients tout à l'heure, aujourd'hui tu as des retailers, en tout cas des gens qui ont un point de vente, physique, dans ton portefeuille. Tu travailles pas sur du e-commerce, du pure player, Non, particulièrement? on est ouvert à tout. Là, typiquement, on a sorti un site internet pour un magasin de vélos, une marque assez connue au niveau monde qui s'appelle Kona Bikes. Ils ont un point de vente en France, etc. On a aussi bien des restaurants. Enfin voilà, c'est très varié là-dessus. OK. Je vais focus sur ce profil de Mhm. client aussi en lien avec, ta réponse, juste avant. Est-ce que tu as aujourd'hui cette problématique à gérer? Les gens qui vont écouter cette vidéo vont être majoritairement, hein, des gens qui ont un point de vente, physique et qui se posent la question de l'omnicanalité, qui se posent la question du lien entre leur site web, leur présence Google My Business et cetera et leur, point de vente physique. Aujourd'hui, comment tu traites cette problématique avec tes clients de la présence digitale pour attirer des prospects, en point de vente? Est-ce que tu as affaire à cette problématique-là? Comment tu la traites? Comment, j'allais dire, tu l'approches? Que tu parlais tout à l'heure du conseil stratégique. Comment tu as cette approche avec tes Ouais, clients? alors effectivement, c'est un enjeu principal et pour beaucoup de ces clients, malheureusement, ils dissocient les 2. C'est-à-dire que pour eux, il y a la communication digitale et puis il y a, ce qu'ils appellent parfois «leur vrai boulot» entre guillemets, je suis en point de vente et cetera et en fait, les 2 sont vraiment, vraiment complémentaires et je le dis pas, pour faire bien le langage marketing et cetera. C'est-à-dire que le digital, le social media ne fonctionne pas si on n'a pas du concret et du terrain à montrer. Et c'est l'inverse aussi. Je prends des exemples très concrets. Je suis vendeur, j'ai une boutique, effectivement, un point de vente, ou j'ai deux, trois boutiques, peu importe. Je prends la parole sur les réseaux sociaux. Si c'est pour prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dire je vends tel produit à tel tarif, j'ai telle réduction et raconter que ça n'a aucun intérêt d'être sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'intéresse, si je suis mon commerçant de proximité ou ma petite marque à deux trois boutiques en France ou dans la région, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est les coulisses, c'est ce qui se passe en point de vente parce que je peux pas m'y rendre, parce que je suis un peu loin, parce que j'ai pas l'occasion d'y aller tout le temps. C'est vraiment nous ce sur quoi on communique, c'est communiquer pas sur
ce que vous faites, mais communiquer sur avec qui vous le faites et pourquoi vous le faites. Et c'est là où ça devient intéressant. Et du coup, là, il y a plein de possibilités entre le terrain. Je suis effectivement un point de vente et je communique sur mes réseaux sociaux sur ce qui se passe dans mon point de vente. Et par contre, sur mes réseaux sociaux, j'essaye de générer du trafic sur mon point de vente en disant, voilà, on peut avoir bien sûr des codes promo, on peut avoir des témoignages qui vont générer du trafic en point de vente. Mais l'idée, c'est vraiment essayer de sortir de ce cliché de dire que les deux sont dissociés. Bien sûr, les deux sont complémentaires. Il faut vraiment jouer sur cette porosité entre physique et digital. OK. Tu as des exemples, de bonnes pratiques spécifiques, dans tes clients ou dans la veille que tu peux faire, précisément de cette, alliance de ça peut être des campagnes, ça peut être des temps, spécifiques de communication, de lien entre le digital et ce qui se passe en Ouais, bien magasin? sûr. Ou des campagnes que tu as Bien toi-même sûr, faites, hein? il y a des campagnes pardon, typiquement qu'on peut faire. On a des retailers, voilà, qui vendent des produits, qui sont présents, par exemple à des salons ou qui font dans des démonstrations de produits dans d'autres, magasins. Typiquement, faire une campagne, géolocalisée pour dire: «On sera en démonstration, à tel endroit de notre produit, dans tel salon». Faire une campagne géolocalisée dans un rayon de 30 kilomètres pour dire: «Venez nous retrouver sur ce salon et puis, vous nous donnez le mot-clé banane, on vous paye le café». Enfin bref, dans une tonalité, évidemment, là je prends n'importe quoi comme exemple, mais tu as compris l'idée, pour justement générer de la sympathie, générer du trafic en point de vente. Ça, évidemment, ça fonctionne bien. Il y a d'autres exemples, il y a des outils, par exemple, quand on est en point de vente, je parle beaucoup avec des bars ou des restaurants, qui vont communiquer sur le fait qu'ils sont présent justement sur le digital, pas en mettant juste une pancarte en disant on est présent sur Facebook, on est présent sur Instagram ou laisser un avis, mais il y a les fameux par exemple les petits compteurs réseaux sociaux qu'on retrouve assez régulièrement et souvent il y a des thématiques, des jeux qui sont proposés dans des restaurants, dans des bars où on a envie de liker, puis si on arrive à tant d'abonnés, évidemment il y a une tournée, un café, un verre qui est offert par le patron. Tout ça c'est des petites astuces en fait assez basiques mais qui vont très bien fonctionner. J'ai déjà vu aussi encore une fois dans le domaine de la restauration pour un client qu'on avait conseillé. Euh, il amène l'addition, il y a un petit QR code qui renvoie vers sa page Google My Business. Voilà, si vous nous laissez un avis, on vous offre le café. Voilà, c'est des petites dynamiques comme ça qui sont amusantes, qui allient à la fois technologie, à la fois stratégie, marketing, des petites choses toutes simples. Tu parlais tout à l'heure de gros hacking, c'est du gros hacking, mais en fait, ça existe depuis la nuit des temps, en fait, de mettre en place ce genre d'action, quoi. Ouais, c'est de la grosse loupe, ouais. Tu donnais un exemple, sur les salons, j'en profite pour te demander un conseil. Tu m'enverras ta facture juste après. Tu sais, on s'est toujours posé la question, nous, de tester, je sais pas pourquoi on l'a jamais fait d'ailleurs, sur les salons, ce que tu évoquais, des campagnes Facebook, ou social ads, qui soient géolocalisées sur le temps d'un salon. Ça, c'est des campagnes que Ouais, tu as déjà c'est des vues? campagnes qu'on a déjà vues, qui performent bien. Alors aujourd'hui, on sait que Facebook, alors pour ceux qui connaissent pas trop, mais Facebook Ads, c'est aussi Instagram hein, dedans. Bon, les campagnes avec iOS 14, c'est quand même plus compliqué de mesurer, mais en même temps, Facebook est toujours une machine qui sait très bien qui va réagir avec ton contenu. Donc finalement, filtrer tes audiences pour avoir des choses trop ciblées vont pas forcément très bien fonctionner. C'est pas vrai tout le temps, mais de plus en plus, en tout cas, on s'en rend compte. Et de se dire, en fait, je prends une zone géographique, je laisse Facebook faire le boulot. Les résultats sont souvent très bons, sous réserve du contenu qui est mis à disposition. On est bien d'accord là-dessus. Mais effectivement, la localisation, la localité fait que forcément, c'est un argument de poids encore aujourd'hui, même si on est capable de travailler pour un client à l'autre bout du monde, il y a quand même toujours ce sentiment de se dire ça se passe à côté de chez moi, j'ai un message qui m'est directement destiné parce que je suis dans la bonne zone géographique. On sait que c'est un argument fort, en tout cas pour le consommateur ou l'utilisateur final. Je m'auto-fais la promesse que notre prochain salon, on lancera une campagne, ciblée, locale, Je à ce note. niveau-là. On fera appel à toi. Là, j'ai une autre question, c'est la sacro-sainte, question, du ROI qu'on évoquait tout à l'heure. Comment aujourd'hui tu es capable de calculer le retour sur investissement de la stratégie digitale? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je voulais juste approfondir ce sujet. Est-ce que tu es challengé par des clients sur le business que tu peux leur apporter par la conception de site, et cetera? On sait que c'est un modèle qui se développe et qui probablement va se développer, de plus en plus, c'est-à-dire l'engagement sur, résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà été confronté à un cas d'un client qui te dit: «OK, je te laisse concevoir mon site, je te laisse concevoir mes campagnes. Par contre, tu te rémunères sur les leads que tu m'apportes, sur le business que tu me rapportes, les cas euros ou autres, hein». Mais est-ce que tu as déjà eu ce cas de Alors, figure-là? moi, j'ai pas eu ce cas de figure chez Monsieur Lucien encore, pour des raisons, pour l'instant, que j'ai
pas, enfin, où j'ai des premiers éléments de réponse dans le sens où nos clients TPE, PME sont pas encore souvent assez aguerris à ce type de fonctionnement et parfois ont pas aussi le volume, si tu veux, d'investissement suffisant pour qu'on puisse objectiver là-dessus. Ça a été le cas dans ma vie passée entre guillemets. Mais effectivement, tu parles de mesures là-dessus et ça c'est vraiment primordial et c'est souvent des indicateurs. Nous, il y a deux gros indicateurs qu'on visualise à chaque fois, c'est des indicateurs de notoriété et des indicateurs de conversion. Notoriété qu'on va mesurer par le volume d'impressions, de couverture, de portée qu'on peut avoir sur des réseaux sociaux, un trafic généré sur un site web, etc. Une acquisition qui provient via Google, via des réseaux sociaux qu'on peut mesurer. Et puis évidemment la conversion via des objectifs qu'on peut paramétrer. Objectif sur un site web, mais aussi objectif parfois en point de vente. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois on est tellement axé digital qu'on se dit, bah, quand on parle de conversion, c'est uniquement site web. Non, non, on peut avoir des objectifs en point de vente de la même façon. Je parlais tout à l'heure de ma pub qui peut tourner avec le mot-clé banane et tu viens en point de vente et tu as le droit à un café offert. Voilà, il y a des dynamiques comme ça, on peut tout à fait mesurer. On a travaillé pour un restaurant qui, pour 250 € de pub, a eu 97 réservations sur son site avec un panier moyen de 23 euros. Bon, je te laisse faire le calcul. La renta, elle est là et il Ouais. se pose plus de questions d'investir effectivement ce type de budget. Donc voilà, c'est vraiment important d'éduquer les gens à la mesure de ces actions, surtout qu'avec le digital, on peut se le permettre. On peut vraiment se permettre de mesurer le moindre centime, le moindre euro dépensé et de se dire, bah, est-ce que ça me rapporte derrière effectivement des rendez-vous, des tables réservées, des commandes, du click and collect, etc. OK, c'est très clair. J'enchaîne avec une question qui est, un peu similaire enfin, qui peut-être va être similaire aux exemples que tu viens de donner. Je voudrais te donner deux-trois cas d'école, enfin deux-trois études en me mettant moi dans la peau d'un commerçant, d'un retailer, d'un commerçant et si tu peux m'adresser les deux-trois petits conseils que tu donnerais en tout premier lieu si on était en première re réu, toi et moi et que je voulais faire appel à monsieur Lucien. Par exemple, moi, je décide, de monter un magasin de fringues, en plein centre-ville de Nantes. Je pars de zéro, j'ai mon magasin qui va ouvrir. C'est quoi tes 3 premiers conseils dans ce type de secteur pour, commencer à déployer de la Le communication premier conseil, digitale? c'est ne pas attendre que le magasin soit ouvert pour communiquer et prendre la parole. Souvent, on s'en rend compte, dans ces, commerçants, physiques et cetera, ou c'est aussi le cas parfois dans des startups qui se lancent, c'est, bah, on va attendre que notre magasin soit ouvert pour communiquer. Non, non, surtout pas. Toute l'histoire qu'il y a à raconter avant est hyper intéressante. C'est-à-dire, on monte le projet, on visite des locaux, on a des rendez-vous, pour essayer d'avoir un emprunt, on définit notre logo, notre charte graphique, on sonde notre communauté et c'est là, en fait, où on fait le plus gros du travail. Là, je parle très réseaux sociaux, mais les 1000 abonnés, c'est les plus durs à avoir. Les 1000 premiers, c'est les plus durs à avoir. Donc, pour les avoir, bah, il faut commencer tout de suite. J'ai l'idée, OK, on est vraiment dans une phase active, et bah, racontons ça sur les réseaux sociaux. C'est hyper puissant en termes de storytelling, je t'apprends rien. C'est comme ça qu'on embarque une communauté, et c'est là-dessus, évidemment, qu'il faut prendre la parole, et là-dessus, il faut vraiment pas attendre. Deuxième chose, c'est si on tape le nom de mon commerce, de ma boutique, il faut que je ressorte, il faut que je sois visible, il faut que j'ai un site web. Là aussi, j'ai pas forcément besoin d'attendre pour avoir un site web. J'aide pas forcément Monsieur Lucien là-dessus. Avoir un site web quand on passe par une agence, c'est un coût, c'est indéniable, etc. Et bien sûr, c'est mieux d'être accompagné par un professionnel, une agence, un freelance, peu importe, pour un lancement de site web. Mais si on a des compétences en web design, si effectivement on a des notions un peu de marketing, etc., se dire je me fais une landing page sur un Squarespace, sur un Jimdo, sur un Wix, sur un WordPress, peu importe, etc., pour dire bah je prends la parole, je mets site en construction, un petit formulaire de contact, l'adresse, etc. C'est quelque chose de très basique, mais qu'on peut faire chez soi, qui va pas prendre beaucoup de temps, on prend pas beaucoup de risques et au moins on est présent. La troisième chose, qui dit boutique physique, c'est une fiche Google My Business et ça c'est non négociable. Ça coûte rien, voilà, je demande à Google, on crée ma fiche Google My Business, je mets, 2-3 jolies photos, mes horaires d'ouverture, un numéro de téléphone, et ça, c'est indéniable parce que c'est bon, pour le référencement, c'est bon pour la réassurance et encore une fois, c'est de la visibilité gratuite, qu'on peut avoir facilement. L'exemple que tu donnais, le premier argument que tu donnais sur le fait de communiquer avant l'ouverture, il est juste ouf et effectivement, moi, un truc qui m'a marqué, je vais faire une minute, de pub pour un shop, nantais justement qui a été ouvert par,
2 anciennes étudiantes, de l'école nantaise de commerce. Elles ont partagé sur LinkedIn, l'intégralité de leurs étapes de Mmh. création de leur boutique, tu vois? C'était 2 filles, hyper jeunes, qui a priori, avaient un super business plan, une super idée, un super concept, mais en fait tout le travail qu'elles ont fait en amont, sur LinkedIn, sur Facebook et cetera pour, montrer la photo des travaux, pour, montrer le jour où elles ont posé la première plaque, tu vois, devant le magasin et cetera. Et ben, en fait, moi, a priori, je suis pas du tout la cible de leur business qui est un truc plutôt orienté, cosmétique, bien-être, beauté et cetera. Et ben, en fait, la première fois où je suis passé devant par hasard en plein centre de Nantes, je me suis dit: «Ah ouais, putain, c'est là effectivement» et en fait, la Mmh. marque m'avait tellement marqué parce que j'ai suivi leur storytelling, c'était tellement bien, marketé, tellement bien amené avant même l'ouverture et moi, je te dis, je suis passé peut-être 3, 4 jours après. Un, c'était blindé, il y avait du monde. 2, j'ai eu envie de m'arrêter alors que j'étais pas la cible, mais juste pour voir, tu vois? Parce qu'elles avaient piqué ma curiosité et 3, bah, j'ai une image hyper cool d'eux, en Carrément. fait, en termes d'image de marque parce que je me dis: «Elles ont cartonné en amont». Donc ça, c'est un point qu'il faut, surtout pas oublier quand on monte un business. Mmh. Le storytelling, effectivement, il se commence, dès le départ. C'est tellement intéressant, ça pique la curiosité et ça fonde une image de marque. Donc ça, Ouais, c'est clairement un carrément. super conseil. Tu as pour, prolonger un peu le cas d'école, là, tu donnais des conseils qui, sont, effectivement, qui peuvent, être appliqués par énormément, de retailers au quotidien. Pour donner un deuxième exemple, au quotidien, une fois que voilà, je suis un peu, installé, le premier levier de communication sur un shop comme ça, un retail, en ville, c'est quoi le premier levier que toi tu conseillerais? Tu as évoqué le social media, on pourrait évoquer, la notion de blog, d'article de blog, on pourrait évoquer d'autres leviers marketing, de l'influence management, de l'influence marketing, de la RP. C'est quoi ton top conseil pour asseoir une communication récurrente, qui permette Pour moi, d'attirer en c'est social magasin? media, je persiste du coup là-dessus, hem et en fait le conseil, je recoupe du coup un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est arrêter de nous parler de ce que vous proposez, mais parler de avec qui vous bossez et comment vous le faites. C'est-à-dire qu'en fait, mettez de l'humain dans votre communication. Encore une fois, shop de cosmétiques exactement, je rebondis sur ton exemple. OK, super, on va proposer, nouveaux produits. OK, génial, on communique dessus sur les réseaux sociaux, c'est bien, on va communiquer peut-être sur le prix, à retrouver chez nous à telle adresse. OK, super. Mais il y a plein d'autres histoires à raconter. Nos fournisseurs, le fait qu'on soit dans les labos pour travailler ce nouveau produit, le fait qu'on embauche une nouvelle personne, le fait qu'on crée un événement parce que c'est les 1 an, etc. Bref, tout ça, de l'humain, c'est hyper important sur les réseaux sociaux et j'ai envie de dire, en fait, il faut avoir ce réflexe réseaux sociaux. Ce que n'ont pas tous les dirigeants, tous les commerçants. Là, tu parlais de tes exemples, typiquement, bah, cible assez jeune, donc souvent, ont le réflexe potentiellement réseaux sociaux, mais il y a plein de personnes qui sont un peu réticentes. C'est-à-dire, bah, moi, je suis retailer, j'ai ma boutique, mais j'ai pas envie de montrer ma tête, sur les réseaux sociaux. Ça s'entend, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les gens viennent aussi dans une boutique, évidemment dans un restaurant, mais pour les personnes qui incarnent aussi cette marque et cette boutique. Et donc ça, on a Mmh. besoin de voir vos têtes, on a besoin de faire vivre les coulisses de vraiment qu'il va y avoir derrière. Et ça, c'est un argument que je répète, que je répète. Du coup, je fais l'instant promo aussi. J'ai ma femme qui a un coffee shop dans le centre de Nantes qui s'appelle Le Kinfolk et je me bataille pour que justement qu'elle fasse vivre encore plus les coulisses de son café. Elle est un peu réticente justement à montrer son Mmh. visage, et pourtant c'est tellement important pour une communauté qui, en plus, en ce moment, a bien besoin, voilà, d'avoir des choses un peu sympas à voir sur les réseaux sociaux. Donc vraiment mon axe fort là-dessus, c'est partager avec qui vous bossez, partager vos fournisseurs, faites des interviews des gens avec qui vous travaillez, que vous ressourcez, etc., des témoignages clients, c'est vraiment important. Et vous allez voir qu'avec ce flux, ça va vous générer de l'attraction et ça va générer évidemment du développement d'activité. Un exemple sur ce que quand tu évoques tout ça, c'est le on parle de d'incarnation de la marque et cetera. Alors c'est pas, des retailers, mais je serais très curieux de connaître la part de chiffre d'affaires qui vient du social media Ouais. chez, Respire. Je sais pas si tu vois, ce que c'est de Justine Hutto? Où elle est en plein dans le mille, dans tout ce que tu es en train de décrire, de donner un visage à sa marque, de dévoiler les coulisses. Tu as même parlé de labo, c'est exactement ce qu'elle fait, à se montrer avec, sa Charlotte, sur la tête et ses gants, avec, toute son équipe en labo et cetera.
je pareil, pas forcément, la cible, a priori et en fait, on a tous été inondés à un moment sur LinkedIn notamment, hein, par tous ces posts, ces publications qui, j'allais dire qui respiraient justement la bonne humeur, toutes les valeurs de sa marque, tout ce qu'elle veut transmettre et qui étaient incarnées par son visage et c'est ouf parce que à chaque fois que je vais sur la page du Respire, à chaque fois que je vais regarder un peu leur évolution, je m'aperçois qu'il y a d'autres Mmh. cofondateurs, il y a pas que Justine et genre, je sais pas, c'est une question qu'un jour j'aimerais lui poser. Est-ce que stratégiquement, ils ont choisi d'incarner, que c'était son visage qui incarnait, mais elle a tellement fait ça et je serais curieux de savoir le business que ça rapporte, en tout cas quelle part du CA. Mais ils sont en plein dedans et à Nantes, on a un peu dans un autre secteur d'activité pas très éloigné, on a une Mmh. boîte qui s'appelle Joe, Juste et Honnête. Pareil, ils sont en train d'appliquer un peu cette même logique, beaucoup plus locale pour l'instant, mais je leur souhaite que ça explose, où ils sont aussi dans cette logique d'incarner très fort avec leurs deux cofondatrices, dont j'ai oublié le nom, elles me pardonneront, mais qui sont très là-dedans, dans cette incarnation. Et tu vois, en fait, le dénominateur commun dans tous les très beaux succès de communication de marque que j'ai vus récemment, il y avait un Ouais dénominateur commun, c'était et l'incarnation, tout ce que tu décris. Donc il y a pas de tu raison que raison, le j'ai pas retail ci c'est s'inspire pas pas j'ai de pas ça. cité Respire, mais évidemment, je pensais à Respire, mais parce que voilà, c'est pas des boutiques, physiques, mais c'est exactement ça et je le prends souvent en exemple de formation. Des marques qui font, des déodorants, il y en a, 100, je pense, sur le marché, on en trouve plein. Pourquoi Mmh. Respire? Bah, parce qu'effectivement, c'est incarné, par Justine, c'est incarné par ses équipes, c'est vraiment je fais vivre tous les coulisses et ce qui fait que quand tu suis Respire, bah, tu suis pas, juste un déodorant à un prix, qui est bien, pour ton corps. Alors même s'ils ont Mmh. d'autres produits maintenant, c'est beaucoup plus, c'est tout ce qu'ils incarnent derrière. Et ça, on peut le faire effectivement qu'on soit une start-up comme Respire qui se développe énormément, comme on peut être une boutique avec un seul magasin, beaucoup moins de évidemment de volonté de voir aussi gros que Respire, mais on peut tout autant l'incarner. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est vraiment un très bon exemple Respire, où il y a aussi les mini-mondes à Nantes. Qui fonctionne très bien là-dessus. Tu parlais de Joe, Ouais. c'est pareil. Voilà, c'est des super marques lesquelles il faut s'inspirer. Et je dirais que c'est même ça, c'est un bon conseil à avoir, c'est regarder ce que font les autres marques, les concurrents, des personnes dans votre secteur d'activité ou dans d'autres secteurs d'activité. Inspirez-vous effectivement de ce qu'ils font et dites-vous, bah en fait, eux ils font ça. Comment nous on pourrait essayer de voilà d'avoir un peu une tonalité comme ça, de faire passer un message de la même façon. Eh ben, écoute, Julien, parmi tous les éléments qu'on a évoqués, c'est le conseil que je retiendrai à adresser à nos amis retailers qui vont nous écouter. Incarner la marque. Vous avez forcément, soit vous, soit vos produits, soit ce que vous êtes en train de faire, une histoire à raconter et vous n'imaginez pas à quel point cette histoire vous permettra d'attirer et de conserver vos clients. Est-ce que tu es d'accord avec ce postulat? 100% d'accord avec toi. OK, superbe. Julien, j'ai encore une petite dernière question, puis après on passera à quelques questions de rapidité. Dernière question pour toi, pour accompagner, tous tes clients, évidemment, chez Monsieur Lucien, vous devez être, au courant de toutes les tendances, des dernières tendances, faire de la veille. C'est quoi tes, conseils veille, en tout cas tes habitudes de veille? Comment tu fais pour déceler les tendances? A fortiori dans le domaine de la conception de site où tu as toujours un plugin ou une extension qui sort tous les 3 jours et demi. Quels sont tes beaux outils de veille? Où est-ce que tu t'inspires de manière générale? Ouais, alors, les outils de veille, bon, il y a des trucs assez basiques, hein, tout ce qui est blog, où je peux en citer quelques-uns, blog du modérateur, siècle digital, journal du community management, tout ça, c'est des choses évidemment sur lesquelles on est, forcément très très à jour. Il y a toujours quelques personnes qui sont en avance, qui ont les infos un peu tout le monde, je parle de Abondance, Olivier Andrieux pour le référencement par exemple, ça c'est évidemment des choses qui vont nous nourrir dans notre réflexion. On échange aussi beaucoup avec d'autres professionnels. Nous, on bosse énormément avec une autre agence digitale qui s'appelle La Boîte à Donuts, qui ont une expertise référencement et dev spécifique. Donc, bah voilà, on se partage via des Slack. Alors, désolé pour ceux que ça parle pas, mais une messagerie interne. En gros, voilà, tous nos bons plans, nos actus. On a vu ça, on a testé. Voilà ce que ça donne, nos retours. Et ça, c'est hyper important. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, suivre les bons hashtags à droite à gauche nous permet d'avoir une vue d'ensemble assez globale et du coup on espère ne pas passer à côté de certains sujets vraiment très importants. OK Julien, très clair. On va passer à la toute, dernière partie. LinkedIn, c'est vraiment un réseau social que j'ai appris à utiliser et sur lequel je m'amuse beaucoup. Plutôt avec le secteur du tourisme, en tout cas pour raconter et pour créer des messages, c'est plus simple.
que du sur-mesure pour vraiment coller aux attentes quand même de nos clients, même si bien sûr on leur demande souvent, ce qui les inspire, en termes de design ou de site web existants. Plutôt site responsive, l'application mobile pour moi elle a pas d'intérêt, très peu en tout cas, pour nos clients quand on sait qu'il y a beaucoup d'applications qui sont, téléchargées puis vite supprimées ou inutilisées. Moi, je suis plutôt bureau. J'aime bien bosser avec l'équipe, créer vraiment une ambiance de travail dans notre petite équipe. Monsieur Lucien, ça me tient vraiment à cœur. Après une petite journée de télétravail, ça fait aussi toujours du bien. Je suis plutôt quotidien. On va dire qu'on est plutôt WordPress chez Monsieur Lucien. Ah, celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. De toute façon, je fais que des réponses de Normand depuis le début. Donc, Monsieur Lucien a une équipe dans une ligue web au Sporting. Donc, je vais dire foot. Avec Messi, je suis obligé de dire PSG maintenant. Café. Café, transition, as-tu quelque chose à nous dire en lien avec les cafés? Ah, j'ai une femme qui a un formidable coffee shop à Nantes et je vous invite à y aller qui s'appelle le Kinfolk. Voilà, première chose et tu as aussi les cafés de Monsieur Lucien? Oh exact, j'ai même pas fait le titre, j'ai même pas fait le lien. C'est terrible, Quand c'est même! terrible. Effectivement, on a les cafés de Monsieur Lucien. Chaque mois, on invite un partenaire à venir échanger sur un sujet. Et vendredi prochain, on a Antoine Sivelle, qui est le fondateur de Exupéry, l'organisme de formation, et on va parler LinkedIn. On parlera prospection et automatisation. Le vendredi prochain en question sera peut-être passé pour ceux qui nous écoutent, donc on mettra le lien de cet épisode en description partout où vous aurez l'occasion d'écouter ce talk de capture avec Julien Tourme de l'agence Monsieur Lucien qu'on va remercier pour toutes ces réponses. Merci à toi Julien. Merci à toi, Clément. Où est-ce qu'on peut suivre l'actu de l'agence Monsieur Lucien sur le site, sur les réseaux sociaux? J'espère que tu t'appliques les conseils que tu donnes à tout le monde. Bien, bien évidemment, bien évidemment. Ouais, sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas nous louper. Ouais, retrouvez-nous sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, si vous voulez juste découvrir un peu la vie de l'agence et les coulisses. Mais normalement, les réseaux sociaux, vous allez nous trouver, nous entendre. J'espère que les gens qui nous écoutent vont aller trouver plein de petits conseils dans ce que tu nous as raconté aujourd'hui et puis dans ce que raconte Monsieur Lucien, l'agence au quotidien. Merci à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très sympa. Avec grand plaisir. À très bientôt, Julien. Salut Clément. Salut.